Bonjour à tous et merci de m'avoir invité en tous les cas pour venir présenter un peu des travaux qu'on réalise. Alors je me présente, hein, je travaille au CTIFL. Donc c'est l'Institut technique des fruits et légumes, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je travaille plutôt sur un volet arboriculture fruitière, sur un programme voilà, intitulé biodiversité, donc c'est quelque chose d'assez vaste. Et donc voilà, j'ai prévu de vous parler un petit peu des travaux qu'on mène de manière générale sur vraiment une thématique biodiversité, régulation des ravageurs, parce que la biodiversité, c'est beaucoup de services écosystémiques, comme on dit, mais c'est vraiment ce volet-là qui, en tous les cas, nous intéresse. Donc finalement, on a travaillé sur voilà, les prédateurs généralistes, essayer de montrer leur rôle en verger, comment est-ce qu'on peut aménager, ou en tous les cas, quels sont les effets des pratiques au sens large, et aussi des aménagements, voire du paysage, sur la présence de ces auxiliaires généralistes. Et puis petit à petit, on en est venu effectivement aller vers une proposition d'agrosystème plus diversifié. Ça rejoint un peu la première présentation. Voilà. Donc en fait, ce qui caractérise les vergers hein, par rapport à certaines cultures, c'est que ce sont des cultures pérennes, hein, vous le savez tous. Donc avec un avantage, c'est une accumulation de litière, de matière organique au sol, ce qui peut être un élément favorable en tous les cas à une mésofaune qui peut avoir un impact sur l'ensemble de la chaîne alimentaire hein, finalement qu'on peut avoir dans tout système cultivé. C'est aussi la présence de différentes strates. En tous les cas, il y a au minimum une strate herbacée et une strate arborée, hein, avec une architecture parfois plus ou moins complexe. Et on sait que c'est aussi l'architecture du végétal. La diversité des architectures peut avoir un impact sur une diversité d'auxiliaires. Et puis après, eh bien, souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, mais on a des structures autour de ces vergers, que ce soit des haies ou des habitats adjacents. Et ça, c'est aussi globalement, on le verra, un élément favorable à la biodiversité. Donc on a quand même globalement des vergers, en tous les cas par rapport à des cultures annuelles, des milieux plutôt favorables pour, en tous les cas, soit travailler, soit pousser un petit peu les expérimentations ou les possibilités en termes de biodiversité et voilà, de stimulation des services écosystémiques qui font partie de l'agroécologie. Et puis, c'est aussi, donc c'est vraiment sur les vergers qu'on peut, en tous les cas, travailler sur la réduction des intrants. C'est un enjeu pour toutes les filières, d'autant que, vous le savez, les vergers, l'arboriculture, c'est quand même assez consommateur de produits phytosanitaires avec des IFT relativement élevés. Voilà. Alors, nous, on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle les auxiliaires, enfin, en tous les cas, des prédateurs dits généralistes. Que ce soit des invertébrés, hein, par exemple les carabes, les araignées, ou bien aussi des vertébrés, les chauves-souris, les oiseaux. Pourquoi? Parce que ce sont aussi des auxiliaires potentiels, en tous les cas, des consommateurs de ravageurs, de certains ravageurs des vergers. Et on a travaillé sur des modèles pucerons, bien entendu, mais aussi lépidoptères avec les carpocaps, comme le carpocaps de la pomme ou la tordeuse orientale. Et puis aussi les diptères, la mouche, par exemple la mouche de l'olive. Et puis on a aussi des ravageurs, d'autres ravageurs plus mammifères, on va dire, avec les campagnols, enfin en tous les cas le campagnol provençal dans le midi de la France. Pardon. Le campagnol provençal consomme des racines aussi bien de pommiers par exemple que attaque les cultures de melons ou de salade. Et on a des fluctuations de population et parfois de gros dégâts dans les cultures à la fois fruitières et légumières. Donc on s'est intéressé à quels sont les prédateurs du campagnol, par exemple. Alors donc du coup, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, sur les araignées de la frondaison, on s'est intéressé aux araignées de la frondaison des vergers. Alors vous avez à peu près souvent une quarantaine d'espèces autour de 10 familles en France. Et par exemple, quelques familles que je vous indique ici. Alors les araignées, ce n'est pas nécessairement que les araignées à toile, ça peut être les araignées sauteuses, les salticidés par exemple, ou d'autres familles, bon on ne va pas s'attarder sur les noms.
Ce qui est intéressant avec les araignées, c'est qu'elles sont toutes insectivores. Elles ont des modes de chasse variés. Certaines sont actives, comme les deux du haut, plutôt le jour, celles du bas, plutôt la nuit. Et puis aussi, elles ont la capacité d'être actives à des basses températures. Basse température, c'est à environ 1 ou 2 degrés de température. Ça veut dire que même en hiver, ou vraiment à la sortie de l'hiver, et encore, on se demande s'il y a vraiment encore des hivers, mais du coup, on a des araignées qui sont actives et qui peuvent, en tous les cas, faire un travail. Et on a mis en place des outils, comme des outils moléculaires, pour aller étudier la consommation de certains de ces ravageurs dont je vous ai parlé, par exemple sur le puceron et le carpocaps, afin d'aller analyser finalement le contenu stomacal ou récupérer un individu entier, voir ce qu'il avait consommé ou pas. Ça revient un peu à l'analyse de pollen dont on a parlé, mais là on utilise l'outil moléculaire sur nos prédateurs potentiels. Et par exemple, on a pu montrer que, en fait, à la fois en combinant l'analyse moléculaire et puis aussi des suivis plus classiques dans des vergers, en essayant de chercher des corrélations entre la croissance des pucerons, on va dire, et l'abondance des araignées, qu'au printemps, on pouvait avoir une variation du nombre de pucerons qui était, on va dire, corrélé négativement à l'abondance des araignées par arbre. C'est-à-dire que plus on a d'araignées par arbre, et moins l'accroissement des colonies de pucerons était important. Donc une forme, quelque part, de régulation assez efficace, plutôt en début de saison, alors qu'en fait, finalement, plus tard, on observe moins ce genre de phénomène, tout simplement parce que les colonies se sont développées, les araignées ne sont pas non plus des grosses consommatrices, à ce moment-là. Mais par contre, une araignée qui va consommer une fondatrice d'un foyer de pucerons, pour ces pucerons arboricoles qui sont issus d'une fondatrice à partir d'un œuf pondu en hiver, là, l'impact est important. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté aussi, je dirais, de mettre en évidence l'action des prédateurs généralistes et d'arriver à regarder au bon moment du cycle du ravageur pour montrer une régulation. Parce que voilà, consommation c'est une chose, régulation c'en est une autre, ça paraît c'est évident, mais ce n'est pas si simple que ça, en tous les cas, à mesurer et à travailler. Voilà, donc on a pu montrer par exemple aussi que ces araignées interfèrent peu avec d'autres auxiliaires généralistes que vous connaissez, les cirfes dont on a parlé, ou les coccinelles, et qu'elles ont aussi d'autres consommations, d'autres types de ravageurs, donc une forme de complémentarité fonctionnelle, on va dire, en consommant aussi du carpocaps, des œufs de carpocaps par exemple dans le feuillage, ou alors là ça concerne plus les araignées du sol, de la mouche de l'olive. Et effectivement, on a aussi au sol des familles ou des espèces d'araignées spécifiques qui ne vivent qu'à la surface du sol, qui sont rampantes on va dire, et qui vont consommer des ravageurs lors de leur stade au sol, puisque certains ravageurs, comme les carpocaps ou les mouches, ont une partie de leur cycle de vie qui passe par le sol. Et donc là, tous les prédateurs du sol vont pouvoir abaisser la pression de population de ces ravageurs. Voilà, donc on s'intéresse également aux facteurs qui vont permettre de favoriser, un petit peu comme tout à l'heure, ces communautés d'araignées, avec différents facteurs. Je vous en ai mis quelques-uns sur l'exemple de l'araignée qui est en image ici. La pression phytosanitaire, bon là c'est un impact négatif. Les pratiques comme certaines, alors en arboriculture, la présence de filets anti-insectes qu'on met sur les pommiers par exemple, eux sont plutôt favorables par rapport à la présence de cette araignée, probablement parce qu'ils les protègent de la prédation des oiseaux, donc on voit l'interaction entre les différents types d'auxiliaires et d'animaux. Et puis après, il faut aller voir un peu plus loin, c'est l'environnement proche et lointain. Et par exemple, la présence de haies de bordure vont avoir un impact fortement positif sur l'abondance de ces araignées à l'intérieur des parcelles, en favorisant bien sûr un habitat et de la ressource, un petit peu dans l'esprit de l'exposé d'avant. Et pour les oiseaux aussi. Et puis on montre même également que le paysage dans un rayon de 200, enfin là autour de 250 mètres, la présence d'habitat semi-naturel dans ce paysage a un impact important et positif et favorable.
Deuxième exemple, les carabes, ce sont des coléoptères du sol. Donc là, on est aussi sur des prédateurs inféodés vraiment à la strate herbacée, avec un intérêt aussi de ces carabes, dans la mesure où ils sont, pour les larves, toutes carnivores, et pour les carabes, la plupart du temps, soit carnivores, soit omnivores. Donc vraiment une capacité, comme on voit sur l'image, à prédater, par exemple, des larves comme cette larve de Carpocaps. Donc voilà, consommation de différents ravageurs qui passent au sol, je l'ai dit. Pour plutôt des individus, des carabes, on ne va pas rentrer dans le détail des espèces, mais d'assez grosse taille. Et puis on a, voilà, sur ces carabes, quels sont les facteurs qui vont jouer? Bon, bien sûr, des facteurs qui sont liés aux pratiques d'entretien ou de travail du sol. Et puis, directement ou indirectement, les pesticides. Peut-être je répondrai après aux questions si vous... Enfin, voilà, gardez-la. Et puis, également, la présence de zones non cultivées autour des parcelles qui vont assurer aussi une certaine connectivité et une forme de refuge hivernal. C'est important pour ces animaux-là. Alors, troisième exemple, là, on imagine qu'on change d'échelle. Les chauves-souris. Pourquoi les chauves-souris? Parce que c'est aussi des insectivores généralistes. C'est un modèle intéressant à étudier. Et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'elles étaient aussi des auxiliaires de culture. De la même manière, avec des outils moléculaires, on peut montrer qu'elles consomment des lépidoptères, du Carpocaps de la pomme, de la Todorus orientale, voire de la mouche d'olive. Donc ce sont des auxiliaires à part entière qu'on peut étudier. Et notamment, on les étudie par l'écholocation, enfin, en tous les cas l'enregistrement et l'analyse des ultrasons, et on peut étudier leur activité de chasse dans les vergers, donc c'est quand même intéressant, notamment en relation avec le paysage alentour. Donc ça permet aussi d'avoir cette échelle d'approche paysage qui est relativement importante dans tout ce qu'on fait comme travaux sur cette thématique de régulation et de biodiversité fonctionnelle. Et par exemple, on a pu montrer, là, comme je disais, que ces chauves-souris consommaient du Carpocaps en analysant les crottes, avec des pourcentages plus ou moins importants, qui montrent que, tout simplement, c'est que là, on a vraiment une réponse qualitative, elle n'est pas quantitative, c'est un peu la difficulté d'arriver à quantifier, mais en tous les cas, il y a des preuves tangibles. Et quand on s'intéresse aussi aux facteurs qui vont jouer sur la présence de ces chauves-souris dans les vergers, et qu'on a pu étudier par exemple ici la relation entre paysage et présence de chauves-souris, sur un ensemble de 8 vergers sur la costière du Gard, on voit qu'on arrive quand même à contacter environ la moitié de la faune française, 17 espèces, avec les pipistrelles qui sont le groupe des 4 pipistrelles les plus abondants. Et les sites qui ressortent le plus, ce sont des sites où on a une diversité, une mosaïque paysagère assez importante, dans lesquelles on a aussi la présence de zones humides, et de milieux boisés, et de la présence de corridors. Donc ça aussi, ce sont des éléments relativement importants par rapport au déplacement de ces animaux. Voilà. Donc après, une fois qu'on a un petit peu vu ces différents auxiliaires, eh bien, on peut se demander un petit peu comment est-ce qu'on les favorise. Et déjà, un petit peu avec les éléments que je vous ai donnés, on imagine très bien qu'il y a différentes échelles d'approche qui vont être favorables à cette diversité d'auxiliaires. Il y a tout d'abord le fait et là la dimension du végétal, d'augmenter la diversité végétale à l'échelle de la parcelle. Ça a été travaillé et mis en évidence par exemple dans des méta-analyses, donc vraiment qui analysent, qui croisent des résultats de différentes expérimentations. Dans ce cas-là, par exemple, il y a une méta-analyse qui a croisé 550 expérimentations comparant des monocultures à des cultures diversifiées, qui montre que justement on a vraiment une augmentation, une diminution en tous les cas des phytophages, une augmentation des ennemis naturels et une diminution des dégâts.
Donc là, on a vraiment un effet de la diversité végétale dans et autour des cultures sur la régulation. Et puis à une échelle plus large également, le fait d'augmenter la complexité des paysages eh bien, conduit également aussi à augmenter la diversité, l'abondance des auxiliaires, à favoriser toutes les fonctions écologiques de prédation et de parasitisme. Et voilà. Et après, l'effet en cascade sur les ravageurs est plus difficilement visible, mais on n'a pas trop le temps de détailler. Du coup, si on veut aménager, bien entendu, l'échelle du paysage, elle n'est pas facile à travailler en tant qu'exploitant agricole, par exemple, mais on peut travailler à l'échelle de l'exploitation en essayant justement d'assurer une meilleure connectivité des parcelles avec les habitats semi-naturels, voilà, et en diversifiant la végétation quelque part pour favoriser l'hébergement des espèces et augmenter les ressources, comme les ressources en pollen ou en nectar dont on a parlé. Alors les différents aménagements, donc, bon, nous on a travaillé sur des aménagements vraiment orientés vertébrés, donc là j'en parlerai pas, que ce soit des mares, des gîtes, des nichoirs, des perchoirs, qui ont vraiment un rôle très important dans les exploitations, en tous les cas les exploitations de type arboricole. Et puis sur les aussi, bien entendu, il y a tout le levier, on va dire, des haies et des bandes enherbées et fleuries. Alors sur la partie justement des haies, voilà, juste quelques images pour montrer que, bien entendu, là, le végétal et la haie, c'est sous-entendu une forme de diversification, à la fois des strates, d'avoir des strates arborées, arbustives, herbacées, d'avoir du caduc, du persistant, des floraisons étalées dans le temps, donc un peu une diversité d'espèces. On a parlé ce matin d'espèces autochtones, enfin en tous les cas adaptées à leur milieu. Voilà un exemple de haie, on ne va pas rentrer dans le détail, mais de haie plutôt orientée sur le verger de poirier, avec une diversité de plantes, on pourra y revenir si besoin. Voilà, des abris d'hiver avec des persistants, des alaternes, des lauriétins, des choses assez classiques, des floraisons précoces. Alors des proies de substitution, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin en tous les cas avec des plantes un peu type plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui hébergent des psylles spécifiques qui vont favoriser des auxiliaires comme la chrysope par exemple ou autre, mais en tous les cas qui ne vont pas altérer, enfin qui sont sans effet par rapport à la culture, mais qui peuvent servir donc de proie de substitution pour nos auxiliaires généralistes, et puis des floraisons voilà, plus étalées dans le temps, etc. Un petit exemple de, bon, ça vous connaissez aussi bien que moi, mais entre deux dates, hein, une plantation en 2008 et en 2019, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Hein. Et ça, c'est un exemple sur l'exploitation, le centre du CTFL où je travaille. On a fait des enregistrements acoustiques, enfin pas acoustiques, on a fait des inventaires ornithologiques sur l'ensemble d'exploitations à 2 pas de temps. Un en 2009, c'est-à-dire quasiment sur l'image de gauche, et un l'année dernière, en 2019, puisqu'il y avait eu en fait pas mal d'aménagements sur l'exploitation, un peu de haies, de bosquets, etc. Et on est passé par exemple de 37 espèces d'oiseaux à 57 espèces, avec une évolution du cortège qui est liée un petit peu à la maturation de ces habitats, voilà, des espèces plus de milieux buissonnants, etc. Donc qui montre que même à une échelle de pas de temps, bon, ce qu'elle est, mais qu'on a moyen d'agir en fait sur la diversité et la biodiversité au sens large qu'on peut avoir sur une exploitation agricole localement. Et puis pour finir, je pense qu'il me reste quelques minutes. Quelques. Donc on a essayé un petit peu de traduire un petit peu, je dirais, de valoriser tous ces enseignements ou tous ces travaux, les nôtres et puis bien sûr ceux d'autres collègues, à travers un projet, qui est un projet non pas CASDAR IP, mais un projet Ecophyto, dans la dynamique des projets Ecophyto 2, de la deuxième tranche, avec un projet qui s'appelle Alto,
qui est un projet donc, sur lequel en fait on essaye de développer des systèmes de production, enfin des vergers en tous les cas, très bas intrants, quasi sans pesticides, avec 3 sites expérimentaux, INRA et CTIFL, et puis toute une foultitude de partenaires, puisqu'on travaille plutôt dans une optique de co-conception et de reconception du verger, avec bien entendu en tous les cas, très axé sur le développement de la biodiversité fonctionnelle, des services rendus et de la diversification du verger, c'est-à-dire une évolution vers un verger plurispécifique, pluristratifié, voilà, se basant sur les hypothèses que j'ai essayé de développer un petit peu auparavant. Et voilà un exemple d'un sites expérimental, donc avec un verger complètement nouveau. Bon, il est en rond, alors pour différentes raisons, mais vous avez, voilà, c'est à titre d'exemple, une partie, une barrière végétale qui est en fait composée d'arbres, d'amandiers, de châtaigniers sur la partie extérieure pour avoir justement un effet barrière par rapport à l'arrivée de ravageurs comme les pucerons. Un cercle intérieur, plus à l'intérieur, composé notamment de pommiers de variété piège. Donc on est vraiment un petit peu dans la stratégie push-pull, là, enfin, en tous les cas sur le développement de plantes pièges. Donc des pommiers qui ont un effet attractif par rapport à ce puceron. Le cercle vert, ça va être plutôt, voilà, on appelle ça le cercle muesli, mais qui est composé en fait de divers arbres fruitiers, de petits fruits qui vont amplifier le côté barrière, mais aussi diversifier la production. Et puis la zone fruitière vraiment centrale, qui est très orientée, voilà, sur le choix, avec du moins du choix dans le choix des variétés, dans le dispositif spatial. Enfin, j'ai pas trop le temps d'expliciter, mais ça permet de comprendre un petit peu la logique de ce genre de verger. Et puis des éléments liés à la lutte biologique par conservation au cœur de la parcelle. Oui, il y a même alors c'est centré sur le pommier, mais vous avez 8 variétés de pommiers. Il y a également des abricotiers. Il y a une diversité d'espèces. C'est un petit peu ce qu'on a fait ici sur le CTIFL de Balandran. Moi, je ne vais pas détailler, mais on a aussi, on le voit ne serait-ce que par la couleur, la diversité des couleurs. On a aussi essayé de travailler sur des vergers existants en insérant en fait des pommiers au cœur d'autres espèces fruitières comme l'olivier et l'abricotier. Bon, c'est pas très explicite là, comme ça, mais en tous les cas, en diversifiant à la fois les espèces fruitières, puisqu'on a au total 9 espèces fruitières, des oliviers, des pêchers, des abricotiers, des pommiers, voire de la règle de Claude et du figuier, et à la fois aussi en introduisant, voilà, des bandes fleuries, des plantes aromatiques, de façon à essayer de créer justement aussi de la ressource à des périodes de l'année où il y en a moins par rapport aux aménagements qui sont déjà existants autour, que ce soit des haies arborées ou arbustives autour de la parcelle. Voilà, donc en fait, ce qui peut vous intéresser, au niveau végétal, en tous les cas, on a fait par exemple, même si c'est assez récent, des relevés floristiques cette année, enfin 2019, sur un petit peu l'ensemble des strates, enfin des strates de la strate herbacée de tout l'espace, à la fois des espèces en fleurs, qu'elles soient introduites ou spontanées, et puis aussi de l'entomofaune associée, ce qui nous a permis, par exemple, voilà, d'observer un peu l'accroissement, alors c'est peut-être pas visible de loin, mais du nombre d'espèces en fleurs qui monte jusqu'à plus de 80 vers la fin mai, au cours de la saison, d'enregistrer le calendrier de floraison de ces plantes aromatiques qu'on a pu introduire, afin de justement de vérifier si on pouvait avoir voilà, de la ressource, par exemple en plein été, alors que c'est quand même une période où on a du mal à avoir voilà, de la ressource, en tous les cas en milieu extérieur, en verger dans le sud de la France, hein. Voilà. Et puis on a également en fait de par les suivis de l'entomofaune associé à ces fleurs,
voilà, mettre en évidence, par exemple pour le groupe des coccinelles, l'ensemble des plantes qui sont visitées et utilisées par ce groupe d'auxiliaires, mais on peut le faire pour les autres groupes d'auxiliaires, où on voit, enfin c'est peut-être pas très visible comme ça, mais on arrive à voir voilà, l'ensemble des plantes aromatiques qui sont visitées et à quel moment de l'année, celles qui sont spontanées, celles qui ont été semées aussi. Ça permet de voir déjà la diversité des plantes utilisées rien que par ce groupe-là. Et puis à l'inverse, pour une espèce de plante, comme celle complètement à gauche, qui est l'Achillée millefeuille, la diversité des auxiliaires ou des insectes, parce que c'est plus ou moins précis, qui sont contactés sur ces différentes espèces végétales. Donc on voit bien, on voit bien un peu quelque part la complémentarité de cette diversité végétale vis-à-vis d'une attractivité entomophone en général et de certains groupes d'auxiliaires. Voilà. Donc pour en revenir un petit peu à l'ensemble des aménagements et terminer ma présentation, il y a quelques éléments que je trouve quand même intéressants de retenir, en tous les cas par rapport à des aménagements globaux favorables à la biodiversité. C'est qu'il y a en fait vraiment deux grands types d'actions. Vraiment essayer de préserver l'existant, voire de créer des habitats semi-naturels, en essayant de les connecter entre eux avec les cultures. Bien sûr, il y a des facteurs, il y a des éléments comme leur proportion dans le paysage qui sont importants. Leur qualité, c'est-à-dire vraiment leur diversité. La gestion aussi qu'on en fait, parce que c'est bien beau d'avoir des espaces intéressants. Si on les entretient excessivement, ben c'est pas mieux. Ce matin, voilà, on parlait de... Voilà, il y a un élément important, c'est aussi la notion de propreté, quelque part aussi, en général, en agriculture, qui fait beaucoup de tort à une diversité, une biodiversité. Et puis, bien sûr, il y a tout le pendant avec, en tous les cas, l'autre point important, c'est celui de la diminution de l'intensité des pratiques au sens large. Et ça, pour moi, c'est vraiment vrai à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du micro-habitat, c'est-à-dire du tas de pierres, du tas de cailloux, jusqu'à l'échelle vraiment du paysage de manière plus globale. Voilà, donc en tous les cas, je vous remercie de votre attention. Il y a différents éléments, publications qu'on réalise qui peuvent intéresser tout le monde, en fait, on va dire, les autres collègues des autres instituts, j'allais dire, et qui sont disponibles quand on cherche bien sur le site du CTIFL. Voilà. Donc, merci beaucoup. Juste une question purement pratique. Vous avez montré donc effectivement qu'il était plus favorable, au lieu d'avoir un verger mono-espèce au sens large, d'avoir un verger plutôt diversifié. Maintenant, on sait que la mise en place d'un verger, ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est la première question, c'est combien de temps on a vu qu'en même pas 10 ans, on pouvait changer le paysage qu'il y avait autour du verger. Et puis surtout, c'est on a bien compris l'intérêt par rapport à la diminution des intrants, mais comment peut-on valoriser la multiplicité qu'on met autour du verger. Je m'explique, vous avez montré un exemple où il y avait des pommes, mais il y avait aussi votre verger muesli, là, votre verger. Donc, à un moment donné, quand on est sur un arboriculteur, il est monoespèce pour une question de rendement, d'optimisation de son verger et de sa production. La diversité, ça apporte forcément une charge de travail différente, un mode différent. Et ça, vous accompagnez les producteurs de quelle manière ? Alors, c'est une question qu'on se pose en fait, effectivement. Ah, donc elle était bonne. En partie, forcément, parce que là, on est vraiment dans un projet de recherche un peu prospectif. Déjà, je dirais qu'on essaye un peu de faire la preuve, j'ose pas dire du concept, mais en tous les cas, de travailler sur ces hypothèses de diversifier. Est-ce que le fait de diversifier en termes à la fois les productions, les plantes productives et non productives, quel sera le gain en termes de régulation de problématiques de ravageurs, hein, déjà c'est un peu la première étape. Après effectivement on a un travail sur sachant que finalement on parlait de reproductibilité aussi, comment est-ce qu'on peut reproduire des systèmes comme ça, en tous les cas
on voit bien, on sent bien que c'est pas spécifique au verger, mais que finalement chaque système est un peu unique. Donc comment est-ce qu'on va capitaliser un peu sur ces connaissances pour faire en sorte que quelqu'un qui veut s'installer ailleurs s'empare aussi de la démarche, des connaissances. On a travaillé par exemple en atelier avec des producteurs, des chercheurs, des techniciens, etc., pour concevoir ces modules-là un peu originaux. Voilà, on voit bien que là-dedans, les choix et les non-choix sont aussi importants. Voilà, tous ces aspects-là, on va essayer de les capitaliser pour accompagner déjà des porteurs de projets, quoi, déjà, par rapport à la conception. Après, sur le côté valorisation, il y a effectivement pas mal de questions sur le changement d'échelle, parce qu'on voit bien qu'on est sur... on ne peut pas faire des vergers de 15 hectares de ce type-là. Et on va travailler sur cet aspect, comment est-ce qu'on peut mieux valoriser des produits issus de ce type de verger sans pesticides, on va dire. Est-ce que ça va être sur des labels supplémentaires ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà, il y a effectivement, je pense encore sur l'aspect transformation. Effectivement, ça remet aussi en question effectivement, c'est difficile d'imaginer qu'on va pouvoir avoir ce type de verger sur des circuits longs, par exemple, ou des choses comme ça. Ça, c'est clair que c'est quand même une difficulté. Donc, si, voilà. Donc, Pierre Averchi, l'horticulteur, toujours. Quand j'ai commencé le métier, moi, on m'a dit autour de tes serres, autour d'un tes cultures, il faut que ce soit propre. Donc, on passait du Roundup partout pour qu'il n'y ait plus dans le rôde, plus de mouron, plus tout ça. Et maintenant, on me dit il faut mettre des haies pour favoriser les auxiliaires de tes cultures et tout. Alors, je ne comprends pas pourquoi avant il fallait tout péter, maintenant il faut tout remettre. Et je comprends un peu quand même, mais bon. Mais pourquoi une haie elle pourrait être abritée que des auxiliaires et pas des ravageurs? Comment on oriente ça? Comment on sait que ça va attirer les prédateurs, les chrysopes, mais pas les pucerons, par exemple? Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. Non, mais c'est une bonne question parce que c'est vrai que ce qui est favorable aux auxiliaires, ça peut être favorable à certains ravageurs. Et c'est vrai qu'il y a des cas. Moi, j'ai un collègue, justement, c'est IFA, qui travaille sur des problématiques du trips du poireau. Et effectivement, il s'est rendu compte que dans certains cas, les haies sont plutôt favorables aux trips. Et pas... Alors, effectivement, après, je pense que il faut être plus précis aussi dans ce qu'on regarde et dans ce qu'on dit. Bon, moi, c'est assez général et c'est vrai que c'est pas aussi systématique, aussi idéal et loin de moi l'idée ou en tous les cas de vouloir idéaliser trop les choses. Hein, ça c'est clair. Donc après, effectivement, il faudrait aller plus en détail, voir si certaines plantes, pour chaque culture, aller examiner quelles sont un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, de voir si on ne va pas favoriser, en connaissant mieux le régime alimentaire de certains ravageurs, si ça ne peut pas avoir un effet, effectivement, enfin, l'effet contraire attendu. Hein. Les pucerons, il y en a un nombre d'espèces très 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 important. Au départ, on pensait qu'effectivement, le fait de raser, comme vous disiez, on n'aurait pas de pucerons, mais sans savoir vraiment quel était le puceron, et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des pucerons qui sont extrêmement spécifiques de culture et d'autres qui sont complètement inoffensifs, qui est justement tous les pucerons qu'on peut avoir sur la vesse ou sur différentes plantes dites adventices, finalement ils servent d'hôtes de substitution. Enfin, en tout cas, la plante peut être une plante relais
favorable. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut aussi être vigilant et ne pas non plus tout idéaliser, en tout cas. Après, comment dire, je pense que aussi, effectivement, l'angle d'approche et la vision a complètement, en tous les cas pour certains, elle a relativement changé et évolué par rapport à ces problématiques-là. Et après aussi de vouloir absolument trop simplifier les choses en disant on va avoir une solution unique avec tel et tel plan de service, c'est aussi peut-être un peu risqué à mon sens. Enfin, disons qu'en arboriculture, en tous les cas, on a une approche un petit peu plus écosystème, un peu global. Merci bien. Merci.